Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, salut les Rays. Bon, aujourd'hui on est le 14/03/2022 et c'est le jour de la libération. C'est bon, on peut enfin se balader, on peut enfin de nouveau retrouver nos droits tout simplement. Voilà, nos droits qui ont été bafoués, qui ont été violés durant plus d'un an. Et donc l'idée d'aujourd'hui dans cette vidéo, c'était bien tout simplement de voir un petit peu, de réfléchir, de discuter ensemble, de voir un petit peu qu'est-ce qu'on en a retenu, qu'est-ce que j'en ai retenu bien de tout ça. Parce que je pense que dès qu'on fait des erreurs, comme là, on a bien vu que c'était une erreur, parce qu'au final tout a été du jour au lendemain comme ça supprimé, annulé, donc ça prouve bien qu'on n'était pas dans la bonne démarche, enfin que ceux d'au-dessus, les géants, n'étaient pas dans la bonne direction et qu'ils ont compris malgré leur entêtement, que c'était pas la bonne direction à prendre et que ça ne fonctionnait pas. Et donc l'idée c'est de voir vraiment qu'est-ce qu'on en a retenu de ces deux ans-là. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, par où on pourrait commencer? Peut-être par le confinement. Moi ça m'a permis déjà de tester, on va dire, ma résilience à être enfermé pendant 2 mois, parce que c'était vraiment ça, Au début, moi, j'étais vraiment parti en mode ok, je vais vraiment rester enfermé pendant 2 mois chez moi sans sortir. Donc j'ai dû sortir peut-être 2-3 fois en 2 mois. Et j'ai appris à être résilient, tout simplement, et savoir cohabiter. La cohabitation, c'est super important. Et je pense que pour que la cohabitation soit viable, en fait, tout simplement, il faut beaucoup de communication. Il faut définir des temps, des espaces dans lesquels on va pouvoir se retrouver, s'isoler. Parce que c'est aussi important de s'isoler de temps en temps. Parce que si on est en permanence avec des gens, on finit par péter un câble, tout simplement. Et ça m'a appris aussi pas mal de choses par rapport à notre nature, à la nature profonde de l'être humain. Et on a vu que des gens étaient prêts à se taper dessus pour des pâtes, pour du riz, pour du PQ, surtout pour du PQ. Qu'on pouvait attaquer des aides-soignants pour du gel, des gants, des masques, des trucs vraiment super bidons. Qu'est-ce que j'ai retenu de tout ça? Il y a tellement de choses à dire en réalité, ceux d'au-dessus peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire que même s'il y a de la protestation, même s'ils savent pertinemment que ce qu'ils font est illégal, ils le feront quand même, en fait. Ça aussi c'est quelque chose qu'il faut retenir. Alors je dis pas non plus qu'il faut voir ceux d'au-dessus comme nos adversaires, mais je pense qu'il faut être quand même méfiant par rapport à cette sorte d'autorité qui est juste devenue fou. Moi c'est vraiment ce que j'ai retenu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, parce qu'il faut se le dire, les gens d'au-dessus, les gens qui nous gouvernent, les gens qui nous contrôlent, c'est pas des jeunes, et donc ils ont eu peur pour leur vie. Ils ont eu réellement peur pour leur vie, et ils se sont mis à perdre les pédales comme quelqu'un qui se retrouve confronté à quelque chose de très dangereux, de très risqué, de très troublant, qui se met à faire n'importe quoi, à paniquer, à courir, à gesticuler, à hurler. C'est vraiment ce qu'on a pu voir durant ces 2 ans, c'est-à-dire un gouvernement qui perd totalement les pédales, qui perd totalement pied avec la réalité. Alors après, est-ce que c'est voulu ou non? Ça, c'est à chacun de choisir. Je ne suis pas là pour vous dire, pour vous faire penser un truc ou un autre. Donc on a vu comme ça des gens qui perdaient les pédales, que ce soit au niveau des dirigeants ou au niveau même de la population, des gens qui deviennent complètement paranoïaques. Il suffit de voir, aujourd'hui, moi je suis allé faire quelques courses, les 3/4 des gens sont toujours, on sent qu'il y a une vraie tension, une vraie crainte en fait de l'autre. En fait, durant 2 ans, ça nous a permis en fait aussi de voir que, en réalité, si on veut changer, en étant strict en fait, puisque c'est grâce, d'une certaine manière, grâce à l'autoritarisme
que les gens ont pu changer radicalement leur quotidien, que ce soit social, sanitaire, vestimentaire, tout a changé du jour au lendemain, le travail, et on voit qu'au final, on a une sorte de résilience par rapport à ça. L'être humain sait s'adapter, on sait très très bien s'adapter. Bon, après, il y a des gens qui n'ont pas tenu le coup, donc voilà, ça fait partie de la nature, hein. Encore une fois, les plus faibles, que ce soit psychologiquement ou physiquement, sont morts, hein. Voilà, ils sont morts soit de ce que vous savez, soit d'une dépression. Et voilà, ça va être aussi un sujet dont on va parler, parce que ça nous montre à quel point il faut être fort psychologiquement pour tenir sur le long terme. Puisque là, on était parti, les gens s'imaginaient que ça allait durer quelques mois, et ça a duré plus de 2 ans. Et à mon avis, on est bien loin de la fin. Je ne vous cache pas que je pense que là, c'est juste un petit repos, un peu comme l'été dernier. C'est-à-dire que l'idée, c'est que les gens reprennent goût à la vie, reprennent goût au quotidien, à la vie normale. En fait, c'est ni plus ni moins que la vie normale, pour leur faire croire que c'est quelque chose de surnaturel, que c'est quelque chose d'exceptionnel, alors que ça s'appelle juste la vie. Et on va nous le renlever pour nous repousser à certaines autres obligations, etc., etc. Tout ça jusqu'à ce qu'on soit devenu de simples robots, de simples esclaves. Qu'est-ce que j'ai pu retenir d'autre par rapport à ça, que tout simplement, les gens qui sont traités de paranoïaques, qui sont traités d'illuminés ou de complotistes, du jour au lendemain, d'un seul coup, on se rend compte que ils avaient raison. Voilà. Si on regarde l'histoire, quasiment à chaque fois que des gens dans les médias ou autres étaient considérés, étiquetés. Il a un souci de moteur, lui. Étiquetés en tant que gens très douteux, on se rendait compte que petit à petit, quand on creusait, il y avait un fond de vérité. Alors je dis pas que tous les gens qui sont comme ça disent la vérité ou ont un fond de vérité, mais la plupart du temps, c'était le cas. Par exemple, par rapport à l'origine de ce que nous connaissons tous aujourd'hui, le C, le Charlie, de base, voilà, on avait dit ça vient peut-être de l'endroit où justement la France a travaillé, a collaboré avec le pays du soleil levant. Non, pas celui. Non, pays du soleil levant, ça fait le plus Japon. Comment on va l'appeler? L'étoile jaune sur fond rouge. Au début, voilà, c'était des trucs un peu de farfelus. Et en fait, aujourd'hui, on prend cette hypothèse au sérieux et on commence à vraiment creuser dans cette direction. Et de plus en plus de journalistes se rendent compte que c'est vrai. Ça va m'amener aussi à une réflexion, à quelque chose que j'ai aussi remarqué, c'est les médias. La puissance gigantesque qu'a les médias sur l'opinion. Et comment on arrive justement à discréditer, ridiculiser une certaine catégorie de personnes qui pensent différemment, comme si avoir tout simplement se poser des questions. En fait, aujourd'hui, c'est ça, c'est que les médias, déjà, on se rend compte que même s'ils jouent les dissidents à jouer un peu le rôle de l'opposition, on se rend compte qu'en fait, c'est les mêmes. Désolé, je suis allé chercher mon eau. Et donc, on se rend compte que voilà, ces médias, en fait, sont contrôlés par les mêmes personnes, les plus riches, et que, même si certaines chaînes ont l'air différentes d'autres, donc par exemple CNews ou autres, qui jouent un peu le rôle de l'opposition, des gens qui sont un peu plus critiques et qui vont critiquer le gouvernement et tout ce qui est mis en place, on se rend compte qu'en réalité, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont fait durant ces 2 ans là? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire changer les choses? Rien, ils ont juste fait la promotion et joué encore plus sur la crainte, sur la peur au niveau des gens. Et donc en fait, chacun a son rôle, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va être véhiculateur d'informations, qu'il y en a un autre qui va être
qui va jouer le rôle de répétition, comme par exemple BFM, qui eux vont vraiment faire du martelage. Il y en a d'autres qui vont jouer sur les chiffres, il y en a d'autres qui vont jouer sur la critique, mais qui au final rentrent dans ce jeu-là, puisque s'ils veulent vraiment rentrer dans l'opposition, bah, en fait déjà ces gens-là ne passeraient tout simplement pas à la télé. C'est ni plus ni moins que ça. Si on prend l'exemple du fameux médecin de Marseille, eh bien, il a été carrément ostracisé de tous les plateaux télé. Il a eu pas mal d'attaques. Il a failli, enfin, il a été comment dire, jugé par l'ordre des médecins. Il a failli perdre son statut de médecin. Bon, même si je suis pas pour l'ordre des médecins, parce que voilà, je vous avais un petit peu expliqué à quoi ça sert tout ça et à quel point c'est nocif par rapport bien, à la vraie médecine, à la médecine naturelle tout simplement, à la médecine plutôt chimique, enfin chimique dans le sens fabrication en usine et toutes ces choses-là. Et voilà, on se rend compte que tous les gens qui sont dans l'opposition, qui s'opposent farouchement, parce que c'est ça, hein, on s'est rendu compte aussi ça nous a permis de voir la lâcheté des gens. Moi, ça m'a vraiment choqué de voir des gens, les gens à quel point le moindre petit coup de pression, ils se chient dessus en fait. Hein. Vraiment, c'est ça, c'est qu'ils se chient dessus et ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour avoir un semblant de liberté, avoir un semblant de plaisir, d'aller bouffer dans un resto de merde à 70 balles voire plus, ou d'aller voir un film de merde à 10 € la place, ou d'aller en boîte de nuit écouter de la merde entourée de poufias. Enfin, vous voyez, eh bien les gens ils sont prêts à mettre en jeu leur santé, puisque c'est vraiment ça, hein, mettre en jeu leur santé avec quelque chose. Au final, on s'est également rendu compte que ce qu'on nous propose depuis le début, ça ne fonctionne pas, et je vous l'avais dit dès le début, hein, ça ne fonctionne pas, et qu'il suffisait juste de laisser le temps faire son travail, et que tôt ou tard, on se rendrait compte de notre erreur. Et c'est le cas. Et on se rend compte que à chaque fois qu'il y a la nouvelle dose qui arrive, eh bien, il y a un pic et que ça remonte. Et voilà. C'est là, au bout de 4 fois, à chaque fois, les mêmes symptômes réapparaissent. On se rend compte que c'est le même schéma qui suit. Bon, voilà, on en tire des conclusions et voilà, tout le monde a compris que c'était du bullshit. Et qu'en fait, tout ça n'est qu'une question de pognon. Et on s'est rendu compte que les gens les plus pauvres sont devenus encore plus pauvres. Et que les gens les plus riches sont devenus encore plus riches. Bon, voilà, à partir de là, on sait qui sont les grands gagnants. Et on sait que si ça continue, c'est parce que les grands gagnants, ils ont un rôle dans tout ça. Et que c'est grâce à eux, ou c'est plus à cause d'eux, que ça continue dans ce sens-là. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Qu'est-ce qu'on a retenu? Je parlais de la lâcheté des gens. Vraiment, voilà, il y a quelques mois, là, pour vous raconter une petite anecdote, je m'étais pris la tête avec un agent de sécurité dans l'entrée d'un magasin, parce que pour lui, ce que j'avais sur la tronche n'était pas conforme, alors que lui aussi n'avait pas non plus un truc conforme. Si on se plie strictement au décret qui a été promulgué, non pas par le roi, mais par le pape, on sait pas qui, voilà, il fallait que ça réponde à certaines normes, sinon ça n'était pas considéré comme voilà, vous savez ce dont je veux parler. Et au final, ce gars-là, on est allé dehors parce que on voulait juste discuter. Et au final, on s'est rendu compte qu'en fait, on était sur la même longueur d'onde, qu'on était d'accord. Et ce gars-là m'a dit un truc qui m'a effectivement, après je me suis rendu compte de ça, c'est qu'il m'a dit: la France, c'est un pays de collabos. Mais c'est clairement ça en fait. C'est-à-dire que là, on s'est rendu compte que durant ces 2 dernières années, qu'il y a des gens qui, par frustration ou par je sais pas quoi, c'est ça, hein, par frustration que les voisins s'amusent et sachent regarder la mort en face, parce que c'est ça, hein, c'est voilà, aussi le fait d'assumer ses actes, c'est de les assumer jusqu'au bout, hein, et moi je les ai toujours assumés. Et si jamais un jour je suis hospitalisé pour ça, si je devrais être hospitalisé pour ça, écoute, s'ils me disent vous avez pas le droit ou quoi, moi j'assume, pas de souci.
Voilà, j'ai pas de problème avec ça. Et on s'est rendu compte que les gens frustrés, qui sont devenus complètement barjots, hein, complètement parano par rapport à ça, eh bien, euh, étaient prêts à dénoncer leurs voisins juste pour une soirée. Bon, dès qu'on voit ça, on se dit ok, par simple allocution à la télé, déjà ils ont la pression au point d'aller balancer leurs voisins qui font la fête. Donc qu'est-ce que ça serait si on serait en temps de guerre avec une occupation, avec des gens qui se feraient fusiller en bas de la rue. Mais ces gars-là, ça serait les pires lavettes du monde, hein. Et voilà, ça m'a permis vraiment de me rendre compte de ça et de me rendre compte qu'en fait, la plupart des gens, ils ont que de la gueule en fait. Ils ont que de la gueule. Et le premier coup de pression, la première petite allocution j'allais dire l'autre crétin, mais il est tout sauf crétin, hein, de Cupidon premier, je vais l'appeler comme ça, de Cupidon premier, eh bien c'est bon, ils se chient dans le pantalon et ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour pas qu'on hausse le ton, hein. C'est vraiment ça, c'est le collège quoi. On est vraiment au niveau collège, dès qu'elle sait peu qui commence à arriver dans la classe et qui commence un petit peu à hausser le ton, et la plupart des enfants ils se chient dessus puis après ils se tiennent au carreau. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on est dans une société où on nous infantilise et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on en arrive à ce genre de comportement. On s'est rendu compte aussi que certains sont prêts à appliquer tout et n'importe quoi aveuglément à partir du moment où on nous a dit de nous faire ça, donc moi c'est la consigne qu'on m'a donnée. Je vous rappelle que dans l'histoire, hein, à chaque fois que des gens ont appliqué ce genre de procédé, et puis après de se dédouaner en disant oui mais moi vous savez on m'a juste dit de peindre une petite étoile sur la porte, l'autre il va vous dire oui alors moi on m'a juste dit de guider les gens vers le quai. L'autre il va vous dire moi j'ai juste ouvert la porte, moi je les ai juste mis dans le wagon, moi j'ai juste allumé le thermostat. Bon, on en arrivait à quoi? On en arrivait à des millions de morts. Là, et vous reportez ça à chaque fois dans l'histoire, eh bien, on en arrive à ce genre de truc parce que les gens appliquent bêtement des choses qu'ils ne comprennent pas. Et c'est ça, en fait, c'est ça aussi où je voulais en venir, c'est-à-dire que on fait exprès de nous maintenir dans une forme d'ignorance parce que justement, des gens bêtes, mais vous leur faites croire n'importe quoi, forcément. Et donc, des gens qui croient n'importe quoi, ils font n'importe quoi. Et ils s'en rendent même pas compte. Alors que des gens qui s'informent, des gens qui... Regardez, si on arrêterait de considérer les gens comme des gamins qui sont débiles, qui sont obligés d'avoir quelqu'un qui prend des décisions à leur place comme s'ils n'étaient pas maîtres d'eux-mêmes et pas foutus d'avoir un libre arbitre, eh bien, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais même plus. Non, je sais plus. Eh bien, au lieu d'infantiliser les gens et de les maintenir, voilà, je viens de retrouver, de les maintenir dans cette ignorance, il aurait mieux fallu nous parler comme à des adultes qui sont capables de faire des recherches et de comprendre les choses, même si c'est pas forcément le cas, mais au moins ça pousse les gens à aller dans cette direction. Si vous parlez à des gens comme des enfants, ça va les pousser à se comporter comme des enfants. Si vous parlez à des gens comme des adultes, ça les pousse à être des adultes. Et bien là, on nous parle comme des enfants, donc forcément les gens ne vont pas derrière faire l'effort d'aller chercher l'information, de se renseigner pour comprendre et maîtriser un minimum le sujet dont ils parlent et dont on va leur parler. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'on nous a parlé de tout et n'importe quoi et à chaque fois on nous disait tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que, comme là récemment, non mais c'est un délire. C'est-à-dire que, alors, on avait le droit dans le train de manger, mais pas debout, parce que debout, vous comprenez, on peut l'avoir, mais si on est assis, on peut l'esquiver. Les bars, c'est pareil. Enfin, vous voyez ce genre de truc. Au début, le truc, il servait à rien. L'autre grognasse, qu'est-ce qu'elle disait? Oui, mais de toute façon, les Français ne savent pas les mettre. Ils ne connaissent pas les règles d'hygiène. Un mois après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est obligatoire. Et comment vous voulez que les gens comprennent quelque chose? Et ça c'est un truc tout simple en vrai. Vous prenez, je vous lirai ça à l'occasion, là j'étais tombé là-dessus, sur une liste de tout simplement
comment torturer psychologiquement des gens. Et en fait, c'est marrant parce que j'avais pris toute la liste et je me suis rendu compte que tout ce qu'il y avait dans la liste, eh bien, c'est ce qui avait été appliqué, c'est ce qui est appliqué actuellement, c'est-à-dire maintenir les gens dans un état constant de peur, les désorienter en leur faisant faire et dire des choses qui n'ont aucun sens, leur donner une illusion de retour à la normale, de moyens de se libérer, pour encore plus les planter, les faire couler psychologiquement. Bref, ça on y reviendra dans pas longtemps, mais voilà, je me suis rendu compte également que là, on était vraiment dans une guerre psychologique et une guerre médiatique, et on n'a jamais, depuis 2 ans, ça va me permettre de rebondir là-dessus, parlé des fake news, de la désinformation. Et il y a une réelle chasse aux sorcières sur tout ce qui ne va pas dans le sens de la doxa, en fait. Et ça, c'est un réel danger. Moi, le réel danger que je vois, c'est pas forcément de devoir porter un truc dans les transports en commun ou dans les magasins, même si pour moi c'est une atteinte à la liberté, tout simplement, parce que c'est une sorte, comment dire, de violation tout simplement du corps humain. C'est comme si demain, d'un seul coup, on nous obligeait à avoir une laisse, ou on nous obligeait à avoir une boule dans la bouche pour aller au magasin. C'est pareil. Là, c'est un truc qui va me faire respirer mon propre dioxyde de carbone. Et donc, c'est dangereux pour moi. Donc, vous voyez, on est obligé d'implanter, de rajouter quelque chose à notre corps qui n'est pas bénéfique pour nous. Et donc, c'est une atteinte tout simplement au corps humain. Bref, voilà. Et pour moi, ça c'est rien par rapport à ce qui est en train de se passer actuellement sur tout l'internet en général. C'est une réelle chasse aux sorcières et une volonté manifeste de prendre le contrôle global de toute l'information qui circule sur tous les réseaux. Et il y a une vraie guerre entre les réseaux traditionnels, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, vraiment je parle des grosses plateformes, vraiment ce qu'on appelle un peu les GAFA, et les petites plateformes et les moyens alternatifs de communiquer et de s'informer. Il y a une réelle chasse aux sorcières par rapport à ça, et on n'a jamais parlé autant depuis 2 ans des fake news. Et il y a vraiment des groupes qui se sont montés anti-fake news, et actuellement même il y a les algorithmes sur Instagram, sur tous ces réseaux-là ont explosé au niveau de l'analyse des données que vous êtes en train de dire, que vous êtes en train d'écrire. Et c'est pour ça également que j'essaie de faire vraiment attention aux mots que je prononce la plupart du temps dans mes vidéos, pour pas justement que ça soit trop flagrant, parce que justement il y a une réelle guerre de l'information, et ça c'est le plus grand des dangers qu'on puisse avoir, parce que si un jour, mais c'est inimaginable, en réalité c'est inimaginable, mais ce qu'ils essayent de faire, c'est de censurer purement et simplement tout ce qui ne va pas dans leur sens. Déjà qu'on est dans un système où, comment dire, où toute notre vie est régie et dictée par déjà certaines puissances, certaines forces qui ne sont pas positives pour le coup. Là, on est en train de littéralement essayer, je dis bien essayer, de faire disparaître la réflexion. Juste, les gens qui se posent des questions aujourd'hui sont des parias, sont devenus des gens qui sont mal vus parce qu'ils se posent des questions. Et c'est ça le vrai danger, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait plus que jamais se poser des questions plutôt qu'avoir peur des gens qui se posent des questions. Vous savez, les gens qui ont que des certitudes, c'est les gens les plus bêtes du monde. Parce que rien n'est figé dans la vie. Et tous ceux qui ne vivent que sur des suppositions et sur une perpétuelle recherche de leur vérité, parce que j'allais dire la vérité, mais de leur vérité, c'est les gens qui sont les plus sages. Et on le voit, et on continuera de le voir. Et les gens qui depuis le début étaient persuadés de leur méthode, étaient persuadés de ce qui se passe, étaient persuadés du résultat final, étaient persuadés de tout ça, aujourd'hui sont des gros cons parce que ils se sont trompés sur toute la ligne. Et même s'ils essaient de ne pas le montrer, tout
nous donne les raisons de croire qu'en fait ils ont eu tort et que nous avons raison. Nous avons raison d'une certaine manière actuellement. Je dis pas que ça sera toujours le cas, mais parce que nous on s'est toujours posé des questions. Et vraiment, je veux saluer les gens qui, comme moi, ont su résister, parce que c'est avant tout psychologique, hein, c'est une guerre psychologique. Au début, on était dans la peur, et moi le premier, les premières semaines, j'étais dans une peur, une vraie peur. Et après, j'ai compris, grâce à l'information, justement, c'était le fait d'avoir plusieurs infos différentes, de recouper tout ça, de réfléchir, d'avoir un raisonnement qui fait que j'ai réussi à comprendre un petit peu la globalité et de me faire mon propre avis et de comprendre que au final c'était pas la peste noire. Je dis pas que c'est pas dangereux, attention, c'est pas ce que je dis, parce que encore une fois, dès qu'on dit ça, on est souvent catalogué comme ceux qui pensent que ça n'existe pas ou quoi que ce soit. Non, je dis pas que ça n'existe pas, je dis juste que il faut relativiser, c'est tout, il faut relativiser, ni plus ni moins. Et donc aujourd'hui on est réellement dans une guerre de chiffres. On est dans une guerre psychologique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On se rend compte que maintenant, la peur, c'est plus quelque chose d'invisible dont on va se protéger avec un bout de tissu ou un bout de plastique. Aujourd'hui, on nous parle d'un conflit qui va nous toucher, qui nous touche peut-être déjà. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo parce que c'est un peu hors sujet, mais vous voyez, il y a une perpétuelle, on essaie de nous maintenir en permanence sous une peur de quelque chose. Mais de toute façon, il faut comprendre que dans la vie, rien n'est acquis. Peut-être que demain, on va tous mourir, peut-être que demain, on va tout perdre, peut-être que demain, on va tout gagner. Parce que la vie, elle est comme ça. On peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer. Donc, être terrifié parce que vous allez peut-être mourir, c'est aussi débile que être persuadé que vous allez vivre parce que vous êtes persuadé de ce que vous êtes en train de dire et faire et penser. Il faut avoir des doutes tout le temps, il faut être sûr de rien et il faut vivre un peu au jour le jour tout en anticipant. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Et c'est marrant parce que, vous voyez, par rapport un petit peu à ce que je disais au début, ça fait des années qu'on me prend pour des barjots et même moi au niveau de mon entourage, on me prenait un peu pour un cinglé. Je me souviens même mon ex qui vraiment me prenait pour un allumé du ciboulax. Dès que ça a commencé à arriver, qu'elle a vu que c'était un peu la merde et qu'il y avait des pénuries, bizarrement elle était revenue me parler, je me souviens, je sais plus exactement ce qu'elle m'avait dit, mais en gros elle m'a dit par contre si jamais un jour il y a un gros pépin, est-ce que je pourrais te rejoindre parce que je sais que toi au moins tu pourras, t'as de la bouffe, t'es un peu prévoyant. Et donc ça montre à quel point les gens sont des faux culs et peuvent retourner leur veste quand ça les arrange. Donc un coup on est des barjots, on est des paranos, et le lendemain on est limite des héros parce que c'est grâce à nous qu'il n'y a pas de pénurie dans les magasins. Enfin vous voyez, c'est que des trucs comme ça en fait. Et c'est marrant de voir la réaction des gens comme ça et d'analyser. On se rend compte qu'en fait les gens sont maintenus, sont contrôlés par comprendre que la mort ça fait partie de notre vie, ça fait partie de la vie en général, que sans la vie il n'y a pas de mort, sans la mort il n'y a pas de vie. Donc c'est un passage obligé malheureusement. Le passage obligé c'est de naître et le passage obligé c'est de mourir, et tout ce qu'il y a entre deux aussi. Donc voilà. Mais les gens aujourd'hui c'est vraiment, je pense que c'est avant tout une guerre psychologique mais aussi une guerre philosophique, parce que on a une philosophie de vie aujourd'hui qui n'est plus viable, et on est en train de s'en rendre compte et on est en train de tout détruire et de se détruire nous, soit directement soit indirectement sur le long terme, parce qu'on n'a plus la bonne philosophie de vie, parce qu'on pense qu'au plaisir, qu'au loisir, qu'au divertissement, mais superficiel en fait. C'est même plus du divertissement intéressant. C'est pas comme si vous alliez, je sais pas moi, faire de la pêche, aller nager, faire du sport ensemble. Non, c'est juste des trucs virtuels. Et ça c'est pareil, le virtuel, je me suis rendu compte qu'en fait, durant ce qui s'est passé, tout le monde plus ou moins s'est noyé dans le virtuel en fait. Et on est en train de vraiment, les gens sont en train de réellement se perdre là-dedans, avec l'arrivée du métaverse, le nombre de... C'est hallucinant, comme les plateformes OnlyFans. Je sais pas si vous voyez un peu ce que c'est, mais c'est pareil ça, mais
en fait, c'est depuis qu'il y a ça qui est arrivé que ces plateformes ont explosé, qu'il y a un réel marché, il y a une réelle misère affective et sexuelle qui s'est créée, et en fait c'est un business de plus en fait. Voilà, il y a le business de la santé qui s'est lancé, il y a le business de la misère sexuelle qui s'est lancé là depuis 2 ans, le business du virtuel, et là on va arriver au business de l'écologie, et ça c'est clair. Le prochain moyen de nous contrôler, le prochain niveau sur lequel on va nous contrôler, ça va être sur l'écologie. Alors que les gens qui nous imposent ça sont les premiers à soutenir des compagnies pétrolières, des compagnies comme l'ancienne Areva, les entreprises de supertankers qui vont déplacer des millions de tonnes de marchandises sans payer leurs taxes de carburant, et qui vont polluer la planète, les avions, enfin tout ça. C'est eux les vrais responsables de tout ça. C'est pas moi avec mon C25 de 1990 qui fait que la couche d'ozone elle est en train de se percer. Je dis pas que je suis pas en partie responsable, mais si on relativise et qu'on essaie de faire une comparaison, on voit très clairement que les gens, les simples randoms, n'ont rien, ne sont pas des dangers comparés à des multinationales qui ont des milliers, des millions, qui ont des flottes de véhicules qui polluent énormément et qui ne doivent rien à personne, et on va pas les faire chier parce que c'est eux qui font tourner le monde. Et justement parce que le monde aujourd'hui tourne uniquement autour du business, autour du commerce. Alors je dis pas que le commerce c'est pas bien, mais le système actuellement tel qu'il existe, il n'est pas viable. Il n'est pas viable, et c'est aussi à cause de ça que on en est là aujourd'hui. Il y a 15-20 ans, il n'y avait pas cette mondialisation, il n'y avait pas cette interconnexion. En moins de 24 heures ou 48 heures, on ne pouvait pas faire transférer une marchandise d'un pays à l'autre bout du monde jusqu'à chez nous. Ou alors c'était super minoritaire et ça aurait pu être contrôlé. Aujourd'hui, c'est plus contrôlable, c'est plus gérable. Donc ça, c'est un facteur de plus à comprendre dans ce qui s'est passé. Donc après, qu'est-ce qu'on pourrait retenir d'autre ? Je sais pas. Qu'il faut... ça m'a permis aussi de vivre autrement, en fait, de redécouvrir de tout simplement vivre autrement, c'est-à-dire que j'étais pas un fervent des bars ou des restos ou des cinés ou des je sais pas quoi, mais ça m'a appris à m'en passer complètement, c'est-à-dire que là, durant plus d'1 an, je n'y vais plus, tout simplement. Voilà, je n'y vais plus. Et au final, en fait, ce qui était pour eux des contraintes, ce qui, en fait, pour eux, ils nous imposaient des contraintes, en fait, c'est bénéfique pour nous. C'est-à-dire que on nous interdit d'aller au McDo, on nous interdit d'aller au resto, on nous interdit d'aller faire, d'aller en boîte de nuit. Ça peut être que bénéfique en fait, parce que ça me permet de faire du bricolage, d'apprendre le jardinage, de me tourner vers la spiritualité, d'aménager mon camion, de discuter avec des gens. Voilà, ça m'a permis aussi de faire du tri dans les gens qui m'entourent, de voir que aujourd'hui les familles ne reposent sur plus rien, ne reposent sur plus aucune valeur. Que énormément de gens au sein de familles se sont heurtés, se sont pris le bec à cause de ce qui se passait, parce que certains n'étaient pas d'accord par rapport à leur choix. Et ça c'est pareil, c'est-à-dire que aujourd'hui j'ai l'impression vraiment que on n'a plus aucune vie privée, c'est-à-dire que déjà on n'a plus de vie privée par rapport à nos données, tout simplement. Nos données personnelles, aujourd'hui c'est un peu open bar sur internet, donc il faut faire super gaffe par rapport à ça. Et nos données médicales, aujourd'hui, c'est open bar, c'est-à-dire que là, on a mis en place un système qui permettait à n'importe qui, je dis bien n'importe qui peut télécharger l'application que vous savez tous anti-machin, pour scanner les QR codes. Alors c'était juste, ce qui était marrant, c'est que sur ce système-là, vraiment, petite anecdote super drôle, là je vous parle de la vie privée et des données personnelles médicales. Donc normalement, ça, qui a accès à des données médicales, c'est un médecin qui respecte justement leur code de déontologie là,
le serment d'Hippocrate, voilà, et un juge. C'est les seuls qui peuvent avoir accès à vos données médicales. Parce qu'ils ont un droit, enfin ils ont une sorte de respect de la vie privée où ils n'ont pas le droit de diffuser ces infos. Et en fait, on s'est rendu compte que, grâce à cette application-là, n'importe qui, donc un barman, je sais pas, n'importe qui, vraiment n'importe qui, même si moi je le télécharge et que je scanne le multipass de quelqu'un, je vais avoir accès à ces données médicales. Pas toutes, mais j'ai en partie accès à ces données-là. Donc, c'est une violation pure et simple de la vie privée et de mes données médicales parce que personne d'autre n'a le droit de savoir quelles sont mes pathologies ou est-ce que j'ai telle ou telle picouse. Enfin, vous voyez. Et alors, ce qui est marrant, c'est que voilà, donc n'importe qui peut le faire. Hein, il n'y a même pas besoin, c'est même pas du hacking ou quoi. Hein, c'est vraiment juste vous attestez sur l'honneur, vous cochez une case en disant oui, j'atteste sur l'honneur que je suis un professionnel et non pas un particulier et que je ne me servirai pas de ces données pour faire X ou Y truc. Alors que bon, on sait qu'en réalité, n'importe qui va le faire. Et par contre, si vous... Alors, donc là, vous avez accès aux données médicales de la personne, mais si vous faites une capture d'écran de l'écran, alors là, par contre, l'application va vous engueuler en vous disant attention, d'après le code de je sais plus quoi, vous n'avez pas le droit d'avoir accès à ces informations-là et parce que ça ne respecte pas la vie privée des gens. Donc, pourquoi est-ce que l'application est accessible à n'importe qui? Donc voilà. Vous voyez, vraiment, c'est un délire en fait. On est vraiment dans un monde délirant. Et je suis sûr que même South Park, hein, parce que j'adore South Park, et même South Park, je pense qu'ils auraient jamais imaginé qu'un jour on en arrive à un tel point de débilité, parce que c'est ce qu'on voit depuis 2 ans. Moi, je vois que de la débilité autour de moi. Je me suis rendu compte, déjà que je suis quelqu'un qui de base, je dis pas ça pour me dire moi je suis au-dessus des gens, hein, pas du tout. Mais j'ai toujours été en décalage avec les gens. Vraiment, c'est depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été un paria. Voilà. Je vivais complètement différemment des autres, je pensais différemment, je m'habillais différemment, tout était différent. Et je trouvais déjà que les gens étaient débiles. Vous voyez, la plupart du temps, je tombais sur des gens qui n'étaient pas intéressants et qui me semblaient bêtes en fait. C'était juste des gens bêtes et vides. En fait, c'est que c'est des gens vides. Parce que je suis sûr que ça serait des gens intéressants s'ils seraient dans un bon milieu, mais vu le milieu qu'on a, l'environnement qu'on a, ces gens-là sont juste vides. Et donc j'avais déjà du mal à trouver des interlocuteurs, des gens avec qui je pouvais échanger des idées, discuter tout simplement, discuter de choses intéressantes, pas juste de TikTok ou des merdes comme ça. Et je sais plus ce que je voulais dire. Encore une fois, et des fois ça part comme ça. Je vais mettre en pause. Ah oui, en plus c'était tout con ce que je voulais dire. Ça m'a permis de vraiment me rendre compte à quel point les gens sont bêtes et qu'en fait j'ai même plus envie de sortir dans la rue. Avant je me disais bon allez, je vais peut-être aller en ville pour me sociabiliser, mais en fait plus ça va et plus je me rends compte qu'en fait j'ai même pas envie, c'est juste du gâchis de temps parce que les gens sont juste des faux culs et vont juste faire semblant d'être amis avec moi pour avoir X ou Y avantage ou j'en sais rien. Vous voyez, toujours les gens, s'ils peuvent gratter auprès de vous, parce que moi je suis quelqu'un d'assez gentil, généreux, donc dès que je peux donner, je donne. Hein. Mais les gens en profitent. Et parce qu'on est dans un système, dans un monde où il faut rentabiliser tout, et même l'amitié, même l'amour, il faut que ça soit rentable. Sinon, c'est pas intéressant. Et moi, ça m'a vraiment permis de me rendre compte que voilà, les gens sont bêtes. Les gens sont vraiment bêtes. Et je suis très bien comme ça, là. Et je les emmerde, c'est tout. Voilà, je les emmerde, les gens. C'est ni plus ni moins que ça. Je veux juste qu'on me foute la paix, qu'on me laisse tranquille, qu'on me laisse vivre peinard au fond de ma forêt, là, et qu'on arrête de me faire chier, quoi. C'est... Ouais, moi, je pense que c'est vraiment ce que j'ai retenu. Mais c'est bien parce que ça a permis, je pense, chez pas mal de gens, à avoir un déclic et de se dire là c'est bon, là il y en a marre et on se casse quoi. Et nous c'est ce qu'on a fait, on a eu le déclic au bon moment et là franchement nickel. Hein. C'est sûr qu'à des moments on galère un peu, mais je pense que ça en vaut réellement la chandelle. Et aujourd'hui on est d'une certaine manière libre. On dépend plus ou moins de personne et puis voilà, on fait notre petite vie et puis c'est tout. Et ouais. Je sais pas sur quoi continuer. C'est vrai que j'ai déjà pas mal parlé de pas mal de trucs.
Ouais, je pense qu'il faut vraiment, moi ce que j'ai retenu de ça, c'est que voilà, j'ai compris qu'il fallait se barrer des villes, qu'il faut faire du tri. En fait, le tri se fait naturellement dans les gens, dans vos contacts. Si vous... En fait, il faut toujours être direct avec les gens. Faut pas avoir peur de dire ce qu'on pense, même si des fois ça a des répercussions, mais au moins vous êtes clair avec les autres, il n'y a pas d'ambiguïté. Et les autres, bah, au bout d'un moment, ils sont clairs avec vous parce qu'ils sont obligés de vous dire les choses en face et de rentrer soit dans le conflit, soit d'être d'accord avec vous, soit de ne pas comprendre et de vous entamer un dialogue. Donc je pense que vraiment le fait d'être cash, d'être direct, ça n'est que bénéfique en fait. Ça n'est que bénéfique. Et puis voilà, moi c'est vraiment ce que je retiens de tout ça. Il faut voir ces périodes-là comme des périodes qui vont nous permettre de nous relancer en fait. On touche le fond pour mieux repartir. Et il faut reprendre des nouveaux départs là, et il faut changer de méthode et de mode de vie, et il faut envoyer chier un peu des fois les choses quoi. Tout ce qui vous emmerde, bah, nous c'était les appartements, c'était la ville, c'était les gens. Bah, on les a envoyés se faire foutre, et puis voilà quoi. Aujourd'hui ça va très bien, bon bah voilà, on va vivre dans un petit camion, mais bon, bah, je pense que ça en vaut carrément le coup quoi, même si des fois ça va pas être simple. Bah, c'est comme ça quoi. Voilà, moi c'est vraiment ce que je peux un peu retenir de tout ça. Bon, j'ai sûrement oublié des trucs, hein, mais et voilà. Après, ouais, que les gens sont super facilement influençables parce que justement ils ont perdu leur jugeote, ils ont perdu leur sens critique, ils ont perdu leur valeur, et puis voilà, on se rend compte que n'importe qui est prêt à baisser son froc pour le moindre petit privilège de merde, et puis voilà quoi. Mais bon, c'est bien, ça me permet de vraiment voir la nature profonde de l'humain, la nature profonde des gens, puis voilà, de voir que des familles peuvent se briser parce que juste un tel il n'a pas le multipass ou la picouse, et que l'autre il l'a. Et ça prouve bien que, encore une fois, que notre approche est la bonne, qu'il faut revenir sur des valeurs plus traditionnelles, plus de solidarité, vous voyez, où on s'unit vraiment au niveau de la famille, où il y a de l'entraide, où il y a du respect, où il y a de la tolérance, où il y a de la discussion, et que c'est pas de tourner uniquement autour du pognon ou autour de trucs de merde, ou alors au niveau de la vie privée ou de la santé. Ça ne regarde que soi, voilà, ce que chacun fait avec son cul ou avec son bras ou avec je sais pas quoi, bah ça regarde que lui, voilà. Moi je m'en fous, il fait ce qu'il veut tant qu'il me fait pas chier à ce niveau-là, moi personnellement, bon bah tout va bien quoi. Donc ouais, voilà, ça m'a également permis de me rendre compte que bah, la famille c'est ce qu'il y a de plus important. Malheureusement aujourd'hui les familles, les plupart sont construits sur plus aucune valeur ou sur des valeurs fausses, donc bah, ça ne marche pas. Mais vraiment la famille et vos proches, vraiment les vrais proches, les vrais amis que vous avez, hein, vous savez qu'on peut les compter sur le doigt de la main, donc ces gens-là en fait il faut maintenir un contact avec eux, et c'est le plus important, il faut s'entraider. Il faut s'entraider. Là on est en train d'essayer de diviser un maximum les gens, de les faire avoir peur les uns des autres. Laissons-les. Laissons-les. Vraiment aujourd'hui je ne vous cache pas que les gens qui sont comme ça, vous voyez, ceux qui sont toute la journée dans le magasin comme ça, vite vous esquiver, bah moi, dans ma tête, qu'est-ce que je me dis? Bah je me dis que ces gens-là sont déjà morts en fait. Ils sont déjà morts intérieurement. On les a détruits, on les a défoncés. Et, euh, et ça c'est pareil, voilà, c'est sur quoi je voulais finir. Moi ce que j'ai retenu vraiment de tout ça, c'est que je pense qu'il y a juste un truc. Les Français sont des masos. En fait, c'est vraiment ça. J'ai l'impression que les Français sont des gros masochistes. Ils kiffent qu'on leur fasse mal, ils kiffent qu'on leur mette des picouzes, ils kiffent qu'on leur mette des masques, ils kiffent qu'on leur donne des restrictions. C'est vraiment en fait, on est un peu dans un club BDSM, grandeur nature en fait. C'est vraiment ça, c'est qu'on est sur des gens maso qui en redemandent. En fait, c'est ça, c'est que les gens en redemandent. Ils aiment ça. C'est-à-dire qu'on leur fait tellement de mal qu'ils sont là, ah ouais, vas-y. Oh vas-y, remets-moi une dose, vas-y, remets-moi des restrictions, vas-y. Enfin vraiment c'est ça. J'ai l'impression d'être entouré j'ai l'impression de vivre dans un monde de barjots. En fait c'est ça. Voilà, je pense que on peut résumer. Les Français sont des collabos pour la plupart, hein. Je rappelle que durant la Deuxième Guerre mondiale,
plus de 90% de la population était collabo, hein. C'est juste au moment de la libération qu'ils se sont tous proclamés résistants, mais en vrai, hein, c'est du pipeau, hein. Et ben là c'est pareil, c'est-à-dire qu'en réalité, qui sont les vrais dissidents? Il y en a peut-être 2%, 3%. Les autres, c'est juste du blabla, c'est juste du pipeau. Ils sont prêts à baisser leur froc au premier coup de pression ou pour aller prendre une pression, justement. Et donc voilà, les Français sont des collabos. La France est un pays de collabos plutôt, parce que tous les Français, c'est pas vrai. La France est un pays de collabos et la France est un pays de maso. Voilà, moi je pense que je peux vraiment résumer ces 2 ans comme ça. Et ouais, c'est tout, voilà. Bon, bah j'ai été extrêmement long, 45 minutes, je vais me calmer, je vais m'arrêter là. Donc je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous dis à une prochaine, salut.